Monsieur l'ambassadeur du Danemark, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Monsieur le directeur général de l'énergie et du climat du Danemark, Monsieur le président du syndicat des énergies renouvelables, cher Jean-Louis Ball, Mesdames et Messieurs, tous concernés, c'est le thème que vous avez choisi pour votre 21e colloque. Et c'est parfaitement d'actualité. Oui, nous sommes tous concernés par les conséquences du dérèglement climatique, comme par les réponses à y apporter. Car personne ne peut plus ignorer que le dérèglement climatique est là. L'énergie, ce sont les 3/4 de nos émissions. Pour la décarboner, nous devons massifier les énergies renouvelables et agir sur tous les leviers pour atteindre le jalon posé par la loi énergie-climat, 33% d'énergie renouvelable en 2030. C'est notre feuille de route pour cette décennie décisive si nous voulons atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Pour y arriver, le premier levier, c'est la chaleur décarbonée. Nous sommes à un peu plus de 20% de chaleur renouvelable. À la fin de la décennie, elle devra compter pour 38% de nos consommations. C'est un enjeu majeur pour la transition écologique de l'appareil productif. Pour être au rendez-vous, nous avons augmenté le fonds chaleur à 350 millions d'euros dès cette année. Nous avons étendu les C2E aux installations sous ETS. On voit que nous sommes entre initiés, mais je pense que tout le monde aura bien compris. Et ouvert la possibilité de les cumuler avec les aides de l'ADEME. Nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi, avec Bruno Le Maire, nous travaillons actuellement sur des mécanismes d'accompagnement complémentaires dans le cadre du pacte productif. Sans faire de mystère, je peux vous dire qu'il comportera notamment des incitations fiscales pour les investissements dans la décarbonation des processus. La chaleur décarbonée, c'est aussi bien sûr un enjeu dans le bâtiment. Pour sortir du charbon dans les réseaux de chaleur d'ici 5 ans, pour changer 3 millions de chaudières individuelles au fioul d'ici 2028. Et nous avons besoin d'accompagner nos concitoyens dans ces changements. C'est toute l'idée de MaPrimeRénov' que nous avons lancée en début d'année avec Emmanuel Warbon et Julien de Normandie. Plus simple, plus facile et plus juste. C'est donc une aide plus efficace pour atteindre ces objectifs. Le deuxième levier de décarbonation de notre énergie, c'est le verdissement du gaz. Soyons clairs, nous aurons toujours du gaz en 2050 et nous sommes loin du compte car presque 100% de nos consommations aujourd'hui sont fossiles. Le gaz décarboné, c'est moins d'1 TWh par an. Alors j'ai entendu, Monsieur le Président, vos remarques sur les objectifs de la PPE en matière de biogaz et je voudrais vous rassurer sur nos ambitions en la matière. Suite aux consultations avec la filière, j'ai demandé que l'enveloppe de soutien soit augmentée de près de 2 milliards d'euros. Dans le projet soumis à consultation publique, elle a donc été portée à près de 10 milliards d'euros. Cet effort supplémentaire est à la hauteur de l'objectif, 6 TWh de biogaz en 2023. Cela peut paraître peu, mais c'est déjà 8 fois plus qu'en 2018. Et le rythme doit plus que doubler par rapport à 2019. Cet objectif, je sais que la filière peut le relever et pourquoi pas le dépasser. Mais pour cela, nous devons aussi lever des freins financiers que les projets rencontrent encore trop souvent au moment de leur financement. C'est pourquoi je suis très heureuse de lancer aujourd'hui le fonds Eiffel-Gaz, auquel l'État a contribué à hauteur de 15 millions d'euros. Grâce à cette coopération exemplaire entre les acteurs publics et privés, entre 75 et 100 projets vont être financés sur les 5 ans qui viennent. Pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, il faut aller encore plus loin. À côté de la chaleur décarbonée et du biogaz, il nous faut aussi massifier les énergies renouvelables électriques. Les filières au plus fort potentiel sont connues, vous les avez citées, Monsieur le Président. D'abord l'éolien,
Sur Terre, nous visons 33 gigawatts en 2028. Sur la période de la PPE, ce sont près de 13 milliards d'euros qui vont être engagés par l'État pour accompagner le déploiement de cette filière. Nous avons déjà quasiment atteint le rythme de croisière l'an dernier. En mer, ce sont 7 parcs qui ont déjà été attribués. Dans la PPE mise en consultation, nous avons revu nos objectifs à la hausse en tirant parti de la baisse spectaculaire des prix observés sur le dernier appel d'offres à Dunkerque. Pour l'éolien flottant, nous allons lancer 750 MW en Bretagne Sud et en Méditerranée. Pour l'éolien fixe, après la Normandie et la Bretagne, nous allons lancer un parc au large d'Oléron d'ici 2 ans. Mais soyons lucides, le déploiement à grande échelle de l'éolien, comme tous les projets ENR, n'a d'avenir que s'il s'intègre dans des projets de territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé en décembre un groupe de travail sur le développement harmonieux de l'éolien, réunissant l'ensemble des parties prenantes. Les conclusions sont attendues au printemps. Elles doivent permettre d'améliorer l'acceptabilité des projets. L'autre filière au plus fort potentiel, c'est évidemment le photovoltaïque. Pour atteindre l'objectif fixé dans la PPE, nous devons multiplier sa part par 4 à 5 pour porter la puissance installée en 2028 à 45 gigawatts. Sur les 3 dernières années, ce sont 5,5 gigawatts que nous avons attribués dans les appels d'offres. Ils devraient donc être installés dans les 2 à 3 années à venir. Mais il nous faut donc encore accélérer. Cela doit être mis en œuvre en respectant une gouvernance d'ensemble. On ne peut pas d'un côté décarboner notre énergie et de l'autre artificialiser les sols sans se soucier des impacts sur la biodiversité. Très concrètement, cela signifie installer des panneaux sur des friches ou sur des terrains dégradés, en ombrière ou sur les toits. La loi énergie-climat adoptée récemment a apporté des mesures pour faciliter spécifiquement ces déploiements. Et je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui qu'avec notre appel d'offres photovoltaïque sur bâtiment, ce sont 300 nouveaux lauréats, totalisant près de 150 MW, sans la moindre artificialisation. Mais je crois que nous devons amplifier cette dynamique pour aller plus loin. Pour cela, je suis favorable à un relèvement du seuil du guichet tarifaire pour faciliter les projets sur bâtiment, notamment dans le monde agricole. Je reste par ailleurs vigilante, très vigilante même, je dirais, à ce que cette transition énergétique se traduise par le développement de nouvelles capacités industrielles. Car maîtriser la conception et la fabrication des équipements nécessaires sur notre territoire, c'est un enjeu économique, un enjeu de souveraineté, mais aussi et surtout d'emploi. Je me félicite ainsi de la montée en puissance d'une filière française sur l'éolien en mer. Il s'agit de relever ce défi dans tous les secteurs. Sur les panneaux photovoltaïques, il faut que de nouvelles usines s'installent en France. Sur les batteries, il nous faut disposer de nos propres capacités de production en Europe et spécifiquement en France. Et vous savez que c'est l'objet du projet d'intérêt commun au niveau européen que nous portons avec nos partenaires allemands notamment. Sur l'hydrogène, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt la semaine dernière pour structurer de nouvelles filières de production en France, pour créer les filières et les emplois industriels dont la transition écologique et énergétique ont besoin. Mais au-delà des technologies, des budgets, des calendriers, cette transition énergétique, c'est avant tout une affaire de territoire et de citoyens. Le développement des ENR préfigure une transition plus large, plus systémique, de tout un territoire et de tous les usages. Une transition qui concerne l'ensemble de nos concitoyens. Oui, les territoires ont des idées, ils le démontrent avec les contrats de transition écologique. 80 contrats lancés comprennent plus de 1000 actions concrètes. Ils le démontrent également en pionnier de nouveaux modèles de la transition écologique, testés en conditions réelles
dans le cadre du programme des investissements d'avenir Territoire d'innovation, à La Rochelle sur la neutralité carbone, à Dunkerque sur l'économie circulaire et l'énergie, dans l'Essonne sur l'agroécologie, à Belfort-Montbéliard sur la mobilité hydrogène. Et dans tous les territoires, à l'échelle de la nation, les citoyens doivent aussi être au cœur de cette transition. C'est le projet de la Convention citoyenne, ces 150 citoyens tirés au sort, qui montrent bien que l'écologie passionne les Français. Et bien sûr, je m'en réjouis. Tous concernés, dit votre colloque, j'aurais envie de rajouter tous bénéficiaires. L'étude que vous présentez aujourd'hui le montre. Les ENR, ce sont 1 milliard de retombées fiscales vers les collectivités locales l'année dernière. Ce sont des retombées pour l'économie nationale, des emplois sur un marché qui va se développer. Vos estimations portent le nombre d'emplois liés aux ENR à plus de 230 000 en 2028. Cela montre bien que la transition écologique et solidaire est lancée. Elle bénéficie à l'économie, aux Français et à la planète. Mesdames et messieurs, oui, nous sommes tous concernés, territoires, élus, citoyens, entreprises, pouvoirs publics, tous concernés par cet immense défi, transformer l'énergie qui nous transporte, qui nous éclaire, qui nous permet de produire et de nous chauffer. Vous connaissez ma détermination pour y arriver, je sais pouvoir compter sur vous, alors relevons ensemble ce défi. Je vous remercie.